Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. J'ai fait ce métier pour être utile, vraiment, et là, vraiment, je me suis sentie vraiment utile en cette période. Je suis Nasta, du coup, infirmière en réanimation à l'hôpital américain. Je suis diplômée depuis décembre 2010 et ça fait environ 5 ans et demi que je fais de la réanimation et 3 ans et demi que je suis dans cet hôpital. En mars 2020, j'étais en vacances à l'étranger. Je suis rentrée à Paris, je crois que c'était le 21 mars, donc ça faisait quelques jours que le confinement était en place. Et j'ai repris le boulot le 24 mars, je crois, donc il y avait déjà toute la réanimation qui était pleine de patients Covid. Et ils avaient déjà ouvert quelques lits en plus et je suis arrivée en fait dans le secteur nouveau. En fait, on avait fait des nouveaux lits dans une zone qui était pour la cardiologie normalement. La veille de mon premier jour de travail, en fait, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai regardé toutes les vidéos et recommandations pour prendre en charge un patient Covid, vu que j'en avais jamais fait. Et j'étais très très stressée aussi parce que c'était vraiment tout nouveau. Et bon, j'avais eu des collègues au téléphone, etc., qui m'avaient raconté, mais là, c'était pour mon premier jour au travail à prendre en charge des patients Covid. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit, je suis arrivée à 7h30 le matin et à 8h, c'était donc première intubation. Ça a été très rapide et ça s'est super bien passé. Donc voilà, le médecin après m'a remercié parce que ça s'est très bien passé. Du coup, ça a été un démarrage sur les chapeaux de roue. Je savais qu'il y avait des particularités, puisque c'était une maladie nouvelle qu'on ne connaissait pas. J'avais regardé les informations, etc. Mes collègues m'avaient aussi expliqué un petit peu. Donc en fait, on a des protections qu'on utilise. Les masques FFP2, on en utilisait très rarement avant. Les surblouses, on les utilise, mais pas autant. Là, c'était tous les patients. Donc il y a des techniques à connaître. Des particularités pour l'intubation aussi. Il faut mettre un champ stérile en fait devant la tête du patient pour éviter en fait que nous, les infirmiers, nous prenions des projections. Vraiment plein de petites particularités et du coup dans ces vidéos, donc c'était un site de la PHP et la SRLF qui est une société savante pour la réanimation. Et donc ils expliquaient tout, que ce soit comment mettre sa surblouse, le masque, jusqu'à l'intubation, etc. On a eu des formations, on avait une infirmière hygiéniste qui venait régulièrement pour nous donner les dernières recommandations aussi, parce que ça évoluait tout le temps. On avait des mails régulièrement de la cadre sur effectivement comment s'habiller, etc. Tout ce qui évoluait en fait, parce que ça évoluait au jour le jour. D'ailleurs, j'avais reçu les mails en vacances en fait, donc j'avais déjà pu voir un petit peu toutes les particularités. La réorganisation du service aussi, parce que ça, c'était pas rien. On avait multiplié par 2,5 fois la capacité des patients. Du coup, c'était particulier parce que la réanimation où on faisait d'habitude des patients en réa, c'était comme d'habitude, entre guillemets, c'était les conditions idéales pour travailler. Mais en musique, c'était bien plus compliqué. Les chambres étaient petites, il a fallu mettre des respirateurs dans toutes les chambres. Adapter en fait la chambre à ses patients quoi. Donc c'était beaucoup moins évident. Avec le Covid, quand on ne sait pas trop pourquoi, mais ils étaient très résistants aux sédatifs et aux curares. Donc c'est des patients qui restaient endormis profondément et pendant longtemps. Bon, il y avait des patients qui restaient peut-être 2 semaines, et là c'était court, on va dire, comme séjour. Il y a des patients qui restaient bien plus longtemps, 1 mois et demi. Oui, en fait on avait des entrées et puis une fois que c'était plein, les patients restaient pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et donc c'était plein tout le temps, oui. C'était plein tout le temps, ça a commencé à décroître, je pense, à partir de fin mai, si mes souvenirs sont bons, parce que ça paraît loin en fait maintenant, ça paraît très très loin. Mais donc oui, c'était plein tout le temps, c'était un rythme
un rythme intense. Parce que justement, tout le monde en a entendu parler, des mises en décubitus ventral. C'est quand on met les patients sur le ventre pour améliorer en fait l'oxygénation du sang quand il ne s'améliore pas malgré la machine, etc. Du coup, il faut les retourner, mais il y a beaucoup d'équipements, ils sont connectés à des machines et il faut faire très attention. Et il faut être à 5 à peu près, parce que les patients donc, sont sédatés, curarisés, donc c'est un poids à mort en fait. Donc il faut vraiment tout le monde ait sa place, que ce soit bien coordonné. Et voilà. Et en soi, la préparation prend un peu de temps et le geste en lui-même est plutôt rapide. C'est juste tout préparer, que tout soit prêt pour être efficace pendant le geste en fait. On protège les points d'appui pour éviter qu'il y ait des escarres. Ça, c'est une technique qu'on connaît en réanimation, qu'on fait, mais on en fait une fois de temps en temps, pas tous les jours, plusieurs patients. Donc là, ça a été particulier. Donc c'était vraiment du boulot. Je suis en réanimation polyvalente, donc j'ai des patients. Je peux avoir des patients qui sont là pour chirurgie, problèmes cardio, problèmes néphrologiques, donc ça dépend. Enfin, ils sont là pour une raison différente chacun. Là, c'était tous les mêmes patients. Ils étaient là pour la même chose et ils avaient un problème, c'était respiratoire. Des fois, on dialysait des patients, mais souvent, c'était des patients qui avaient un problème rénal avant. Donc, c'était différent parce que les patients étaient tous les mêmes au final. Enfin, avec tous la même pathologie et les mêmes problèmes. Voilà. Ça, c'est la différence du coup. À partir du mois de juin, les derniers patients Covid sont partis. Donc on est redevenu à une configuration normale, 8 lits de réanimation, 4 lits en soins continus et la cardio. Et ça a été plutôt calme du coup, parce qu'après cette vague intense, ça a été assez calme. Je crois qu'on n'a même pas eu un seul patient de l'été, je suis plus sûre, ou juste un fin juin. Et ensuite, c'est à partir de septembre, je crois. Là, oui, c'est revenu de manière intense. Sauf que là, du coup, on n'a pas pu ouvrir autant de lits qu'à la première vague, puisque les blocs n'ont pas été fermés cette fois-ci. Donc là, c'était plein. Les patients, c'était un petit peu différent aussi. En fait, les techniques de prise en charge des patients Covid ont évolué très rapidement. C'est-à-dire qu'au début, on ne préoxygénait pas les patients avant de les intuber. On les intubait le plus tôt possible. On ne mettait pas de VNI. En fait, c'est un masque qui est relié au respirateur qui permet des fois de ne pas intuber les patients. Donc ça, on ne le faisait pas. On ne faisait pas de l'optiflow non plus, qui est de l'oxygène à très haut débit. Et pendant la deuxième vague, en fait, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que de faire de l'optiflow de la VNI, ça pouvait éviter une intubation et que surtout, il y avait plus de chances de survie sans une intubation. Du coup, la prise en charge a beaucoup changé à partir de la deuxième vague. Donc on a eu moins de patients intubés, effectivement, et ça tournait beaucoup, en fait. C'était la différence. Et donc ça a été aussi intense, mais cette fois-ci, qu'avec notre équipe. Avec des renforts du bloc, etc. Et il me semble qu'on a quand même un petit peu débordé au niveau des soins continus en mettant des patients Andrea, etc. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Et voilà. Donc, et ça a été très rapide. Il y a eu beaucoup de patients d'un coup. Et puis ça s'est un petit peu calmé. Et en fait, je vais dire que depuis septembre, il y a eu au moins la moitié de nos patients Covid pendant tout l'hiver en fait. Parce que c'est vrai qu'après la première vague, on pensait tous que c'était fini. On était tous persuadés que c'était fini, puis ça commençait un peu à parler, peut-être qu'il y aura une deuxième vague, mais bon. Puis au final, ça n'a pas loupé. Au début, c'était très stressant parce que c'est vraiment complètement nouveau. Il y avait beaucoup d'équipements, j'avais toujours peur de faire une petite erreur d'asepsie avec le masque, mal le mettre.
m'enlever ma blouse d'une certaine manière sans faire exprès, me contaminer. Et au final, il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid dans mon équipe, donc c'est que on a plutôt fait bien les choses. Et du coup, on connaissait pas cette maladie, on se sent un peu, inefficace un petit peu, je sais pas comment expliquer. Des fois, les patients s'amélioraient, mais on comprenait pas forcément pourquoi. Voilà, du coup, c'était assez stressant et c'était aussi intense et fatigant parce qu'on faisait beaucoup d'heures sup. Je travaillais, c'était au moins, je pense que je faisais 50-60 heures par semaine. Pas tout le temps, mais il y a eu 3 semaines où j'ai fait 60 heures par semaine. Après, en même temps, j'avais pas d'autre chose à faire. Donc, mais ça a été assez intense. Fatigant, moralement, physiquement. Mais en même temps, j'étais contente de faire ça parce que du coup, j'ai fait ce métier pour être utile, vraiment. Et là, vraiment, je me suis sentie vraiment utile en cette période. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'étais en vacances, j'avais peur de ne pas réussir à rentrer et de rester coincée. Alors certes au soleil, mais de ne pas pouvoir participer en temps de crise avec mes compétences en réanimation en plus. Donc du coup, c'était plutôt satisfaisant en fait de pouvoir contribuer à cet effort. Ce qui m'a posé question, c'était l'approche du déconfinement. Vu que finalement, je me considérais comme personne à risque, vu que je travaillais dans un secteur Covid, donc on n'est jamais à l'abri de s'auto-contaminer, ou des fois on prend des risques aussi. Ça m'est arrivé un patient qui désature brutalement, et en fait, on rentre dans la chambre, etc. Et en fait, on oublie qu'on n'a pas de masque FFP2. Et ça m'est arrivé une fois. Et donc voilà, ça peut arriver très vite. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pas été contaminée. Et du coup, j'avais peur de revoir ma famille, mes amis, parce que je voulais pas contaminer. J'ai revu ma famille, parce que ma famille est à Marseille. Donc je suis descendue à peu près mi-juin, en fait, voir ma famille. Et donc voir mes grands-parents, etc. Donc j'ai beaucoup plus eu peur par rapport à ça, de l'avoir sans savoir en étant asymptomatique ou être en période d'incubation. Et à l'époque, les tests PCR, c'était pas aussi facile qu'avant. Donc voilà, ça c'était ma crainte donc au déconfinement, en revoyant des amis, la famille, de contaminer quelqu'un. Je n'avais pas tout à fait récupéré la première vague et beaucoup de personnes dans le service étaient dans ce cas-là en fait. Et on n'était pas prêt à avoir une deuxième vague si rapidement. Donc ça a été en fait, on a géré, mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus épuisés moralement et physiquement. Et donc oui, on n'était pas trop prêt à ça. Et puis ça a été rapide, quoi, vraiment les vacances d'été, et puis c'est reparti. En fait, il y a eu des patients, quelques-uns, où vraiment, en fait, ils sont arrivés à des stades de la maladie où on pensait qu'ils s'en sortiraient vraiment pas. Enfin, moi, j'en étais persuadée, les médecins, etc. On tentait un dernier traitement, et en fait, il y en a qui s'en sont sortis. Et ça, c'est vraiment des moments forts, en fait, de patients. On se dit qu'il y a peu de chances que ça réussisse, et au final ça marche. Et ça, c'est des moments forts parce que quand c'est pas qu'on perd espoir, mais c'est que on est réaliste et on se dit que quand même il y a peu de chances que ça marche. Et quand ça marche, du coup c'est plutôt c'est satisfaisant, et c'est cool. À la troisième vague, effectivement, on a remarqué que les patients étaient beaucoup plus jeunes qu'à la première ou deuxième vague. Et quand même dans des états graves. Donc oui, ça c'était un peu dur aussi.
Autre chose qui a été difficile aussi pendant cette période, la première vague surtout, c'était les médicaments. Parce que, en fait, vu que ces patients avaient besoin de dosages beaucoup plus importants en sédatifs, il y a une consommation énorme de midazolam, curare, Sufenta, etc. Et donc, en fait, je sais que c'était géré par l'ARS qui distribuait aux hôpitaux et aux cliniques. Donc, on se retrouvait en fait avec des ampoules qui venaient d'autres pays ou des changements de concentration en fait. Au lieu d'avoir 10 mg dans 5 ml, on avait 50 mg par exemple dans 50 ml. Du coup, nous, il fallait qu'on soit alerte à ça parce qu'on fallait pas se tromper, faire des seringues plus ou moins concentrées. Il y avait aussi, au niveau du matériel, il a fallu récupérer des respis un peu partout. Donc on avait des respis différents dans chaque chambre. Des pousses seringues, ils ont récupéré des pousses seringues de tout l'hôpital. Mais du coup, c'était quand même juste. Donc par exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on mélangeait 2 médicaments dans la même seringue, chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on ne fait plus d'ailleurs maintenant. Ça, c'était particulier. Ça a mis une lumière, effectivement, parce que maintenant, tout le monde connaît le terme de respirateur, décubitus ventrale, même la réanimation. Enfin, les gens ont vu des images, à quoi ça ressemblait avant. Si quelqu'un n'était pas allé voir une famille en réanimation, les gens ne s'imaginaient pas à quoi ça pouvait ressembler. Et maintenant, tout le monde connaît la réanimation, c'est rigolo. Non, mais c'est bien, parce que du coup, les gens se rendent un peu plus compte du travail de réanimation, et surtout que c'est des compétences particulières et que pas tout le monde peut faire ce travail, en fait. Il faut à peu près, moi je dirais, 1 an avant d'être vraiment compétent en réanimation. D'abord, on est diplômé, ensuite on fait 1 mois d'intégration, ou même les jeunes diplômés peuvent faire 2 mois d'intégration, donc là on est doublé en fait. Pendant 1 mois ou 2, il y a un infirmier qui nous forme au travail. Et puis ensuite, on est lâché, mais avant, il faut au moins 1 an avant de pouvoir être compétent. C'est-à-dire qu'on fait les choses correctement, mais avant de vraiment analyser, de comprendre tout ce qu'on fait, il faut un petit peu de temps. Il faut avoir une dextérité technique quand même importante, puisqu'on est amené à faire des soins techniques tous les jours. Des soins techniques qu'on fait qu'ici, qu'en réanimation, je veux dire. Il faut apprendre à gérer son stress. Parce qu'il y a des situations très stressantes, forcément, tout le monde stresse, ça c'est normal. C'est juste qu'il faut apprendre à le gérer. Alors chacun le gère différemment, mais il faut être efficace et réactif, en fait, rapide, quoi. Quand il y a une urgence, il faut réagir tout de suite, au bon moment. Ça, c'est des gestes qui s'acquièrent au fur et à mesure des années. Il faut être organisé aussi, anticiper, observateur, mais ça, je dirais que c'est une infirmière doit être observatrice dans tous les cas. Organisé aussi et voilà. Puis on va dire qu'on approfondit beaucoup tout ce qui est des connaissances qu'on aborde en fait à l'école d'infirmière, mais qu'on survole entre guillemets. C'est tout ce qui est la ventilation mécanique, par exemple gérer un respirateur, comprendre comment ça fonctionne, arriver à le surveiller correctement. Et on apprend à dialyser aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est très spécifique et très technique. Voilà, c'est déjà pas mal. Nous espérons que ce dernier épisode de Face au Covid vous a plu. À la réalisation, Géraldine Tribault. Au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur hospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant des commentaires ou des étoiles. Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles séries de podcasts sur hospimedia.fr. À bientôt!